Pendant près de 2 décennies, les sinistres événements entourant les derniers jours de Chris Benoit, Chris Benoit murdered his wife, 7-year-old son earlier this week in suburban Atlanta. Benoit then hanged himself. n'ont été que murmurés entre les murs du côté obscur du catch professionnel. De nombreux faits concernant l'homme lui-même ont été passés sous silence et de nombreuses histoires n'ont pas été racontées. Mais aujourd'hui, de la bouche de l'un des plus grands catcheurs, une nouvelle vérité est apparue et personne ne l'a vu venir. Qu'a révélé l'Undertaker sur Chris Benoit? Restez avec nous dans cette vidéo pour le découvrir. Lorsque l'on parle des plus grands catcheurs professionnels de la fin des années 90 et du début des années 2000, on entend des noms comme Chris Jericho, Stone Cold Steve Austin, Eddie Guerrero, The Big Show, John Cena, Triple H, l'Undertaker et Dwayne The Rock Johnson. Mais il y a un nom que vous n'entendrez probablement jamais, c'est celui de Chris Benoit. En fait, toute une génération de fans de catch professionnel n'a probablement jamais entendu ce nom. C'est la raison pour laquelle nombre de ses fans ont été surpris lorsque l'Undertaker a déclaré publiquement que Benoit était l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Décrivant Chris Benoit, le Deadman a déclaré dans un podcast il y a quelques années, « Encore une fois, une machine de catch. Il pouvait tout simplement aller de l'avant. Il était ce type. Il n'était pas grand du tout, mais quand il se mettait en route, on l'oubliait. On oubliait qu'il était si petit. Oui, il était costaud, mais il n'était pas si grand que ça. Mais il était comme un carcajou sur le ring. Et il n'en avait pas fini, comme il l'a ajouté. D'une cloche à l'autre, il fallait avoir des roues pour le suivre. Et les choses qu'il faisait étaient solides, fortes et logiques. Je n'ai pas eu assez d'occasion de travailler avec lui. J'ai travaillé avec lui quelques fois et j'ai eu des matchs vraiment exceptionnels avec lui. Quand j'ai travaillé avec Chris, j'ai su qu'il fallait que je mette mes chaussures de course parce qu'il allait être temps. Il est rare de voir des catcheurs recevoir autant d'éloges, en particulier de la part de leurs collègues. Alors quand le catcheur le plus ancien de la WWE, 4 fois champion de la WWE et 3 fois champion du monde des poids lourds, dit tout cela, il faut savoir que l'histoire ne se résume pas à cela. Pendant si longtemps, le récit autour de Chris Benoit a balayé beaucoup de faits importants. Et pour obtenir la vérité, nous devons revenir à l'endroit où tout a commencé. Montréal, au Québec, au Canada. C'est là que Chris est né en mai 1967 de Michael et Margaret Benoit. Contrairement à un certain nombre de superstars de son époque qui sont nés dans des familles de catcheurs, les parents de Benoit étaient des gens normaux, avec des emplois normaux. Pourtant, dès son adolescence, Chris tombe amoureux du catch et décide d'y faire carrière. Pour soutenir ce rêve, son père lui achète des poids et haltères alors qu'il n'a que 13 ans. Le jeune Chris a passé des heures chaque jour à soulever ses poids pour faire de la musculation dans le sous-sol de la maison de ses parents, et il a rapidement commencé à trouver des moyens d'apprendre les bases du catch en regardant les pros. Il assistait à des événements de catch locaux avec son grand-père et son père, et une fois, alors qu'il était encore au lycée, il a fait 3 heures de route jusqu'à Calgary pour s'entraîner dans la célèbre salle de la famille Hart, le Dungeon. Dans cet établissement, Chris a pu observer de près Bret Hart et s'est rapidement mis à idolâtrer le catcheur britannique Thomas Billington, également connu sous le nom de The Dynamite Kid. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il consacre toute son attention et son énergie à son entraînement et se fait rapidement remarquer par son talent exceptionnel. C'est ainsi qu'à l'âge de 18 ans, en novembre 1985, Chris Benoit est engagé et fait ses débuts professionnels dans la Stampede Wrestling, la promotion de Stu Hart, basée à Calgary. Au cours de ses premières années en tant que professionnel, Benoit adopte de nombreux mouvements de son idole, Dynamite Kid, et devient progressivement connu pour sa volonté d'essayer les techniques les plus risquées. Du diving headbutt à la snap suplex, Benoit n'avait pas peur d'être technique à une époque où la plupart des catcheurs s'appuyaient sur leur force brute et leur taille. La première fois qu'il a utilisé un diving headbutt, il a atterri sur la tête sur la toile du ring et a été presque assommé. Cela ne l'a pas empêché d'essayer les techniques les plus dangereuses, non. Lors de son premier match, un match en équipe avec The Remarkable, Rick Patterson contre Butch Mosen. Rick Patterson contre Butch Moffat et Mike Hammer, Benoit mène son équipe à la victoire en épinglant Moffat avec un sunset flip. Il remporte son premier titre quelques années plus tard en battant Gamma Singh pour le Stampede British Commonwealth Mid-Heavyweight Championship et accumule rapidement un nombre décent de titres au cours de l'année suivante. La Stampede Wrestling ferme ses portes en 1989, entraînant le départ de Benoit pour la New Japan Pro Wrestling, mais à ce moment-là, il n'est plus un jeune adolescent enthousiaste qui apprend sur le tas. Il n'est plus un jeune adolescent
adolescent enthousiaste qui apprend sur le tas. C'est plutôt un quadruple champion international de tag team, 3 fois champion du Commonwealth britannique, qui devient rapidement l'une des étoiles montantes les plus rapides de l'industrie, malgré le fait qu'il ne fasse partie d'aucune des 2 promotions les plus populaires de l'époque, la WCW et la WWE. Pourtant, Chris a refusé de se détendre ou de se reposer sur ses lauriers. Au contraire, dès son arrivée à la NJPW, il s'est inscrit au programme d'entraînement intensif du New Japan Dojo. Pendant près d'1 an, son entraînement s'est concentré sur l'amélioration de sa vitesse, de sa force et de ses compétences générales en matière de catch. Le dojo lui ayant appris à maîtriser le balayage au sol parmi de nombreuses autres compétences. Plus tard, il adopte le gimmick Pegasus Kid, qui l'amène à porter un masque et à travailler aux côtés de Jushin Thunder Liger, Shinjiro Otani, Black Tiger et El Samura. Chris remporte son premier grand championnat au Japon en août 1990 lorsqu'il soulève le championnat IWGP Junior Heavyweight et continue à gagner le tournoi Best of the Super Juniors à 2 reprises en 1993 et 1995, le tournoi inaugural Super G-Cup en 1994 et un certain nombre d'autres titres. Au milieu des années 1990, Benoit n'est pas seulement engagé auprès de la NJPW, mais il exerce également son talent dans de nombreuses promotions à l'étranger. Il participe à des compétitions au Mexique, en Europe et même en Australie. En 1992, il fait équipe avec son compatriote Beef Wellington pour le tournoi du NW, a World Tag Team Championship à la WCW et participe à nouveau à cette promotion en janvier 1993 lors de Clash of the Champions 2012. Il a également travaillé pour la NWA New Jersey où il a battu l'icône du catch Jerry Lawler et a combattu Terry Funk jusqu'à un double décompte. Et pendant une brève période en juin 1995, il a participé à 3 dark matchs à la WWE. Pendant tout ce temps, il était toujours sous contrat avec la NJPW, mais leur calendrier différent de celui de nombreux autres pays a donné à Benoit le temps d'explorer le monde entier. Toutes ces expériences différentes dans des promotions différentes ont joué un rôle majeur pour faire de lui l'un des catcheurs les plus complets au monde. Cependant, voyager n'a pas été sans problème, comme la tragédie de la fin de l'année 1994 qui a failli conduire Benoit à une retraite anticipée. Il venait de rejoindre l'Extreme Championship Wrestling et y travaillait entre 2 tournées au Japon. Il était l'un des meilleurs talents de la compagnie et ne participait qu'aux événements importants. Mais lors du November to Remember de la promotion, alors qu'il combattait Sabu, Benoit a accidentellement brisé la nuque de Sabu dans les premières secondes du match. Il avait lancé Sabu, prévoyant de lui faire subir un choc face première, mais il a fini par briser la nuque de son adversaire après que Sabu ait tenté de se retourner en plein vol pour subir un choc avec le backdrop. Ce moment a conduit Benoit à envisager l'idée de prendre sa retraite parce qu'il ne voulait plus jamais blesser ses adversaires et encore moins en paralyser un. C'était le genre de gars émotif et terre-à-terre qu'était Chris Benoit. Il finit par remonter sur le ring et Paul Heyman, le booker en chef de l'ECW à l'époque, lui donna le surnom étrange de Crippler Benoit. Au sein de la compagnie, il remporte le ECW World Tag Team Championship avant de retourner à la WCW et de signer en tant qu'employé à part entière de la compagnie dans le cadre d'un programme d'échange de talents entre la WCW et la New Japan Pro Wrestling. Au début de sa carrière à la WCW, Benoit a été affecté à la division Cruiserweight avec d'autres catcheurs dans le cadre du programme d'échange de talents. Cependant, en raison de ses compétences et de son talent, il n'a fallu que quelques mois pour que Ric Flair et l'équipe de la WCW remarquent qu'il était prêt pour quelque chose de plus important. Bien qu'il soit l'un des catcheurs les plus petits, ses capacités le placent bien au-dessus de ses pairs. C'est ainsi qu'en 1995, il devient membre des Four Horsemen reformés, aux côtés de Flair, Arn Anderson et Brian Pillman. Au sein de cette équipe, il a eu l'occasion d'affronter des adversaires tels que Hulk Hogan, Randy Savage, Bret Hart, Fit Finlay, Dean Malenko, Kurt Hennig, Perry Saturn, Kevin Sullivan et le jeune Rey Mysterio. Et n'oublions pas sa longue querelle avec Booker T. De toute évidence, c'est en rejoignant la WCW que Chris Benoit a accédé à la célébrité mondiale. En seulement 5 ans passés au sein de la World Championship Wrestling, Benoit a remporté 3 fois le championnat du monde de télévision, 2 fois le championnat des États-Unis des poids lourds et le championnat du monde par équipe, ainsi qu'un championnat du monde des poids lourds, ce qui a fait de lui le 7e champion de la triple couronne de la promotion. Malheureusement, après une période fructueuse au sein de la compagnie, Benoit a eu un certain nombre de différends avec ses collègues qui
qui l'ont conduit à quitter la compagnie. Tout d'abord, il s'est disputé avec Anderson et Steve McMichael, ce qui l'a amené à quitter la compagnie. McMichael, ce qui a conduit à son départ des Horsemen, puis à sa querelle avec Shane Douglas, ce qui a conduit à son départ de la Révolution. Finalement, il a eu des désaccords avec la direction de la promotion et s'est opposé à la promotion de Kevin Sullivan en tant que booker en chef. Tous ces événements aboutissent au départ de Benoit de la WCW en 2000, aux côtés de ses amis Eddie Guerrero, Dean Malenko et Perry Saturn. Ayant déjà travaillé à la WCW, à l'ECW, à la NJPW et dans une multitude d'autres promotions, Chris Benoit n'avait plus qu'un seul endroit où montrer ses talents, la WWE. En 2000, Vince McMahon mettait fin à l'attitude era de sa compagnie et cherchait un nouvel angle d'attaque pour que sa compagnie reste la promotion la plus rentable et la plus populaire du catch professionnel mondial. Benoit et ses amis ont rejoint la compagnie à ce moment-là, ce qui était la meilleure chose qui pouvait arriver aux deux parties. Les quatre amis ont formé une écurie connue sous le nom de Radicals et ont immédiatement été poussés à affronter les plus grandes superstars de la compagnie, tandis que la WWE a gagné un grand nombre d'anciens téléspectateurs de la WCW qui ont suivi leur catcheur préféré dans la promotion basée à Stamford. Au cours de sa première année, Benoit a participé à WrestleMania 2000, battant Chris Jericho dans un match à triple menace pour remporter le championnat intercontinental de Kurt Angle. Il a également défié The Rock à 2 reprises pour le titre de champion de la WWF et a remporté le titre de champion intercontinental à 3 reprises entre avril 2000 et janvier 2001. Ses premiers succès ont créé un précédent pour le reste de sa carrière à la WWE. Au cours des 6 années suivantes, Benoit a remporté le titre de champion du monde des poids lourds, le premier titre de champion par équipe avec Kurt Angle, le titre de champion des États-Unis à 3 reprises, le titre de champion intercontinental, le titre de champion du monde par équipe, une fois avec Chris Jericho et 2 fois avec Edge, le Royal Rumble 2004 et est finalement devenu le 12e champion de la triple couronne de la WWE. En dehors de la WWE, la Wrestling Observer Newsletter a également reconnu Chris Benoit comme le meilleur bagarreur en 2004, le meilleur catcheur technique au cours de 5 années différentes, entre 1994 et 2005, le catcheur le plus remarquable en 2000 et 2004, et l'a même intronisé dans le Hall of Fame de la newsletter en tant que membre de la classe 2003. Ce sont toutes ces facettes de Chris Benoit dont personne ne parle aujourd'hui. Mais maintenant, vous savez que ce mec n'était pas juste un autre catcheur des années 90, il était l'un des meilleurs de tous les temps. Il était l'un des pionniers du catch technique à fort impact, qui maîtrisait un large éventail de prises de soumission, qu'il utilise le crippler crossface, le sharpshooter, l'horrible diving headbutt ou ses 3 rolling German suplex spéciaux. Chris Benoit avait toujours un mouvement à venir que personne d'autre ne pouvait reproduire. Cependant, alors que Benoit semblait avoir tout ce qu'il fallait à l'écran, derrière lui, il était un homme profondément troublé. Pour commencer, il a sciemment abusé d'analgésiques et de stéroïdes pour améliorer ses performances sur le ring et l'aider à surmonter la douleur causée par les nombreuses blessures qu'il a subies. C'est vrai, même si on n'en parle jamais vraiment, le style de catch de haut vol de Benoit n'était pas sans effet secondaire. Il a souvent souffert de terribles blessures, comme une fois, en 2000, où il s'est cassé le cou et a dû être mis à l'écart pendant presque une année entière. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'a jamais vraiment joué un rôle dans l'histoire de l'invasion, malgré ses affiliations antérieures avec la WCW? Oui, c'est parce qu'il était coincé en train d'essayer de se remettre d'une blessure à la nuque. En 2006, il a également dû prendre un congé sabbatique en raison d'une blessure à l'épaule qu'il traînait depuis de nombreuses années. Au début des années 2000, il n'était pas nouveau de voir des catcheurs souffrir de blessures. Cependant, le problème pour Benoit était le nombre d'analgésiques et de stéroïdes qu'il choisissait de consommer pour accélérer son rétablissement. En apparence, il semblait aller bien, mais les effets à long terme n'ont été découverts que lorsqu'il était trop tard. Outre les problèmes physiques, Benoit est également confronté à des problèmes mentaux. Son cerveau a subi tellement de traumatismes suite à de multiples collisions et blessures qu'il n'est pas en état de se promener librement sans contrôle constant, et encore moins de participer activement à des événements de catch. En novembre 2005, lorsque le meilleur ami et compagnon de catch de Benoit, Eddie Guerrero, a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel, la WWE lui a rendu hommage le soir suivant. Cependant, plus tard dans la semaine, sans prendre de congé pour faire son deuil, Benoit est remonté sur le ring pour combattre Triple H dans ce qui a été appelé un match d'hommage à Guerrero. En apparence,
apparence, il semblait bien gérer la mort de son ami. Mais en réalité, Benoît s'était procuré un journal intime dans lequel il écrivait des notes personnelles dérangeantes à son ami décédé, en proie au chagrin. D'un point de vue personnel, de nombreux signes montrent que Chris Benoît a besoin d'une aide quelconque. Il s'est marié et a eu 2 enfants avec sa première femme, Martina, dans les années 90. Mais le mariage s'est terminé en 1997, après quoi Benoît a commencé sa relation controversée avec Nancy Sullivan. Au départ, cette relation a commencé comme une romance à l'écran organisée et créée par le vrai mari de Nancy, Kevin Sullivan, alors booker de la WCW. Cependant, avec le temps, cette relation s'est transformée en quelque chose de réel et Chris a même emménagé avec Sullivan, tout en continuant à travailler sous les ordres de son mari. En février 2000, Nancy a divorcé de Kevin et a donné naissance au 2e enfant de Benoît, un garçon nommé Daniel. Le couple s'est ensuite marié en novembre de la même année et a vécu ensemble en Géorgie. Mais en 2003, on a appris que Nancy avait demandé le divorce de Benoît. Selon elle, il était violent et aimait casser et jeter les meubles dans la maison. Nancy a déclaré que leur mariage était irrévocablement brisé et que Chris la traitait cruellement, au point qu'elle a demandé une ordonnance restrictive. Mais quelques mois plus tard, sans aucune explication publique, il a été rapporté qu'elle avait renoncé à la fois à son action en divorce et à l'ordonnance d'éloignement. Tous ces signes indiquaient clairement que Chris Benoît était instable et qu'il avait besoin d'un traitement ou d'une aide quelconque. Malheureusement, personne n'y a prêté attention. Au lieu de cela, il a continué à travailler sur sa douleur et ses luttes mentales. L'un des derniers événements qui aurait joué un rôle dans sa mort est une blessure subie lors d'une tentative de diving headbutt à WrestleMania 23 en avril 2007. La blessure s'est avérée avoir causé plus de dommages au cerveau qu'on ne le pensait. Mais Benoît, toujours dépendant des analgésiques, est remonté sur le ring quelques semaines plus tard pour Backlash. Quelques mois plus tard, le 19 juin, il participe à ce qui sera son dernier match en battant Elijah Burke dans un épisode de l'ECW. Sa victoire le qualifie pour disputer le titre de champion du monde de la ECW à Vengeance le 24 juin. Selon Stephanie McMahon, Benoît devait vaincre CM Punk dans ce match et entrer dans un angle avec le combattant MMA Bob Sapp qui devait rejoindre la WWE à la même époque. Le 25 juin 2007 a été l'un des jours les plus sombres de l'histoire du catch professionnel. Après son match du 19 juin, Benoît devait travailler le week-end précédant son match de championnat à l'ECW, mais il ne s'est pas présenté. Au lieu de cela, il a envoyé un message vocal à son ami Chavo Guerrero le samedi, expliquant que sa femme et son fils avaient une intoxication alimentaire et qu'il arriverait en retard à son spectacle à Beaumont, au Texas, ce soir-là. Guerrero a rappelé à plusieurs reprises, mais Benoît s'en est tenu à son histoire. Il a prétendu qu'il essayait de changer l'heure de son vol ou qu'il s'occupait de sa femme et de son fils malade. Lors de sa dernière conversation avec Guerrero, Benoît a terminé en disant « Chavo, je t'aime ». Ce dernier admettra plus tard que ce commentaire lui avait semblé un peu dérangeant et inquiétant, mais qu'il n'en avait jamais fait grand cas. Benoît ne s'est jamais présenté au House Show et a envoyé un message vocal à Chavo dans lequel il s'excusait de son absence et s'arrangeait pour que Guerrero vienne le chercher à l'aéroport pour l'emmener au lieu de son match pour le titre de champion ECW contre CM Punk. Mais une fois de plus, il ne s'est pas présenté. Au lieu de cela, Guerrero, l'arbitre de la WWE, Scott Armstrong, et un certain nombre d'autres employés de la promotion ont reçu un certain nombre de textes étranges provenant des téléphones portables de Chris et Nancy envoyés à l'aube. Benoît a appelé le bureau des relations avec les talents de la WWE plus tard dans la matinée pour expliquer qu'il prendrait un vol plus tard pour Houston pour son vengeance. Avec le recul, cette série d'événements aurait dû laisser penser que quelque chose n'allait pas, mais personne ne s'est vraiment inquiété jusqu'au lendemain du jour où l'événement devait avoir lieu. Benoît ne s'est pas présenté et n'a pas appelé pour prévenir, ce qui ne lui ressemble guère. Le vice-président de la compagnie chargé des relations avec les talents, John Laurinaitis, a donc appelé la police de Fayetteville et a demandé à ce que l'on vérifie le bien-être de la famille de Benoît en Géorgie. Ce que la police a trouvé en arrivant à la maison était digne des films d'horreur. Chris Benoît, sa femme Nancy et leur fils Daniel ont tous été retrouvés morts à différents endroits de la maison. Après enquête, il a été conclu que Chris avait assassiné sa femme et son fils avant de se suicider. Les rapports de police ont révélé que Chris avait vraisemblablement tué sa femme le vendredi 22 juin 2007 en lui liant les mains et les pieds, en la bâillonnant avant de l'étrangler à l'aide d'une corde. Il a ensuite enveloppé son corps dans une couverture à côté d'une Bible avant de s'en prendre à leur fils de 7 ans. On a découvert que le petit garçon, Daniel, avait
avait été tué par suffocation entre le vendredi et le samedi de ce sinistre week-end. Les rapports toxicologiques ont montré que Benoît avait endormi Daniel avec de fortes doses de Xanax avant d'étouffer son corps inconscient. Après avoir commis ces actes horribles, Chris s'est ensuite donné la mort, très probablement le dimanche. Il a retiré la barre d'un appareil de traction latérale dans sa salle de sport et a utilisé l'extrémité d'un cordon de l'appareil pour faire du bruit avant de se pendre. À l'époque, Benoît était âgé de 40 ans et sa femme Nancy de 43 ans. Dans les heures qui ont suivi la découverte des corps par la police, la WWE a annulé l'émission Raw prévue en direct et l'a remplacée par un hommage de 3 heures à la vie et à la carrière de Benoît. Cependant, après que l'enquête a confirmé qu'il s'agissait d'un double meurtre-suicide, la compagnie a supprimé tous les hommages rendus à Benoît. Depuis, elle a complètement effacé toute trace de lui dans la société, que ce soit dans les jeux, le matériel promotionnel ou même les contenus de type throwback. Maintenant, la question à $1 million. Pourquoi Chris Benoît a-t-il fait ce qu'il a fait? D'après ce que beaucoup de ses collègues et amis ont dit au fil des ans, il est un peu difficile de mettre le doigt sur les motivations de Benoît d'un point de vue personnel. Nous pouvons plutôt l'examiner d'un point de vue scientifique et dans ce cas, nous devons conclure que Benoît était dans un état mental des plus volatiles. Tout d'abord, les rapports toxicologiques ont montré que Benoît avait du Xanax, de l'hydrocodone et un niveau élevé de testostérone dans son organisme au moment de sa mort. Il a été révélé qu'il avait utilisé des injections de testostérone pour traiter une déficience causée par un abus de stéroïdes ou une insuffisance testiculaire. Tout cela indique que Benoît était en fait sous prescription de médicaments illégaux depuis un certain temps avant le meurtre-suicide. Il utilisait de la nandrolone, un stéroïde anabolisant, et de l'anastrozole, un médicament contre le cancer du sein qui procure aux culturistes de puissants effets anti-œstrogènes. Et ce n'est pas tout. Outre la consommation de drogues illicites, des neuroscientifiques de l'Université de Virginie occidentale ont effectué une série de tests sur le cerveau de Benoît et ce qu'ils ont découvert est absolument choquant. Selon le chef du service de neurochirurgie de l'université, le cerveau de Benoît était si gravement endommagé qu'il ressemblait à celui d'un patient de 85 ans atteint de la maladie d'Alzheimer. Le rapport ajoute qu'il souffrait d'une forme avancée de démence et que 4 catcheurs retraités de la NFL qui présentèrent des conditions similaires en ont souffert à la suite de multiples commotions cérébrales et ont fini par sombrer dans la dépression et par se faire du mal à eux-mêmes ou à d'autres personnes. En résumé, le cerveau de Benoît a été endommagé par des commotions cérébrales répétées qui n'ont pas été traitées, mais qui ont plutôt été réparées à l'aide d'analgésiques. Et devinez qui a contribué à fournir à Benoît des analgésiques et d'autres drogues destinées à améliorer ses performances? Vince McMahon et la direction de la WWE. Voilà la vérité dont personne ne parle. Il est indéniable que les actions de Chris Benoît étaient sinistres, déséquilibrées et inexcusables, mais il y a toujours eu des signes d'instabilité mentale qui ont peut-être influencé ces derniers actes. Pour des raisons de rentabilité, la WWE a complètement ignoré ces signes et a poussé l'homme à bout jusqu'à ce qu'il craque et finisse par assassiner sa propre famille et se suicider. Chris Benoît était l'un des meilleurs catcheurs de l'histoire du catch. Pourtant, la WWE a complètement effacé son existence pour éviter d'avoir à assumer le rôle qu'elle a joué dans sa chute. L'Undertaker n'est pas le seul à partager ce sentiment. De nombreux autres catcheurs ont émis des idées similaires au fil des ans. Bret Hart, parlant de Benoît après sa mort, a déclaré « Je ne l'ai jamais vu perdre son sang-froid ou agir de manière étrange ou bizarre. Je ne me souviens pas de Chris comme d'un gars qui prenait beaucoup de pilules ou qui buvait trop. Je pense que vous découvrirez dans les prochaines semaines que cette histoire de stéroïdes a été exagérée. » Lex Luger a corroboré le fait que les stéroïdes ont pu affecter la situation de Benoît en déclarant « Évidemment, ils étaient chez lui. Regardons les choses en face. Il y a de fortes chances qu'il en ait pris et je mentirais si je disais qu'ils n'ont pas joué un rôle dans son tempérament. » Et John Cena, en 2017, a simplement déclaré que la façon dont la WWE a géré la situation a créé un précédent dans l'athlétisme et le divertissement en assumant la responsabilité des actions. C'est tout pour cette vidéo sur l'Undertaker qui révèle enfin la vérité sur Chris Benoît. Que pensez-vous de cette vérité oubliée sur Chris Benoît? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.